On est le dimanche 20 novembre 2022 dans la baie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et à cet instant précis, là maintenant, Erwan Leroux remporte la route du Rhum pour la deuxième fois de sa carrière. Ah oui, et là, c'est moi, hyper à l'aise. Je m'appelle Evan, je suis youtubeur et avec Erwan, on est bretons tous les deux. Bon par contre, la voile, moi j'ai encore plein de choses à apprendre. Erwan m'a invité avec le reste du team Cohesio à suivre toutes les étapes qui rythment la vie d'une course. De la préparation au départ jusqu'à l'arrivée, j'ai voulu comprendre quel est le secret d'une telle performance. 6 semaines plus tard, après moult péripéties qu'Erwan nous racontera, le bateau et son marin rentrent enfin à la maison. Evan, bonne année! Bon, t'as passé beaucoup de temps chez toi depuis que t'es rentré ? Écoute, beaucoup, c'est un bien grand mot, non? Pas assez. Pas assez. Oui, parce que finalement, les gens le savent pas, mais quand tu gagnes la route du Rhum en Guadeloupe, il faut ramener ton bateau. Et toi, t'as dû rentrer très vite à ce moment-là, en fait. Ouais, il y avait la remise des prix du Salon Nautique, qui était un événement obligatoire dans la vie de course. Donc voilà, et puis effectivement, on a profité aussi de la victoire pour surfer un peu. Donc il y a eu quelques médias, tournage d'exclusifs pour Cohesio. En fait, il a fallu remettre à bosser un peu la météo pour que le bateau puisse revenir. Surtout que ça a été une vraie galère. Toute l'équipe technique a galéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? La météo n'était pas favorable. Ils ont eu tout de suite, en partant, ils ont eu un problème technique, c'est qu'ils ont cassé la drisse de grand voile. Ils ont mis 14 jours pour aller jusqu'à Madère. Et après, on est allé retourner chercher le bateau le 1er janvier. Physiquement, combien de temps en amont de la course tu commences à te préparer ? Tu vois, l'année dernière, on a commencé en janvier. Et tu te souviens, moi j'étais avec toi sur un entraînement au mois d'octobre, il n'y avait pas trop de vent ce jour-là, c'était une journée un peu spéciale. C'était spécial parce qu'en plus cette semaine-là j'étais malade, non ? Et oui. J'étais content d'être malade là, plutôt qu'après. On va regarder les images, ça va peut-être te rappeler des souvenirs. Bon Erwan, à quoi ça sert ces derniers entraînements avant la route du Rhum ? Écoute là, ça sert à se caler un peu en vitesse, tu vois, on vient de réinstaller les voiles neuves qui vont nous servir pour la route du Rhum. Ça vaut le coup de se caler avec les petits camarades. Oui, parce qu'il faut dire que tu fais tes entraînements avec les autres de la classe Ocean 50. Tu vois, là il y a 4 bateaux, demain on sera 5 avec des petits doudous qui viennent nous rejoindre. Parce qu'en même temps on s'entraîne sur des départs de route du Rhum, on cherche à prendre place sur la ligne, gérer le timing et donc effectivement il y a des accélérations, des décélérations. Ça, c'est la partie purement physique, la maîtrise du bateau. Mais il y a un autre aspect de l'entraînement, c'est le mental. C'est quelque chose d'essentiel, effectivement. C'est la préparation mentale. Ça a été une clé, je trouve, de cette route du Rhum. Et donc oui, je suis content du travail que je fais avec mon préparateur mental. Et j'en ai besoin. Et l'objectif de ça, c'est de se retrouver dans sa performance en état de grâce. Et c'est ce que tout sportif rêve de faire. Et donc là, c'est ce qui s'est passé sur cette route du Rhum. Et ça veut dire que tu as mis finalement tous les aspects de la performance. Tu as rempli les cases et tu as coché les cases. Et ce qui fait que tu arrives vraiment prêt sur cette épreuve, quoi. Eh bien, figure-toi qu'un dimanche matin, je me suis incrusté chez Gilles, ton préparateur mental. Il m'a parlé de toi, tu vas voir. Oui, bonjour. Il paraît que vous pouvez m'aider à gagner la route du Rhum, peut-être. Ah oui, Evan, entre, on va voir ça. Salut. Comment on se prépare mentalement à une telle performance ? En fait, performer, ça veut dire à la fois gérer sa concentration, gérer ses émotions et puis gérer aussi ses énergies. Là, avec Erwan, on a commencé il y a bien un peu plus d'1 an maintenant. On met des couleurs et des panneaux, comme des panneaux de circulation. Une image vaut des fois mieux que 100 mots. Lui, il définit des zones dans lesquelles son énergie va être soit très bonne, soit plutôt borderline. France Inter, par exemple, c'est sa radio préférée ? Non, c'est pas du tout. C'est quand il commence à avoir des sons, des choses qui se passent dans sa tête, et comme une radio qui lui dirait attention, tu es proche d'une zone de danger. En tout cas, à t'entendre, c'est vrai qu'on se rend vraiment compte qu'au-delà de la performance physique, si on n'est pas prêt dans sa tête, on ne peut pas y arriver en fait. Ça fait partie des facteurs de la performance. Il y a forcément un bateau qui marche bien et un bonhomme qui marche bien. Ouais. C'est quasi impossible d'imaginer une privation de sommeil dans du bruit, secoué en permanence, dans des milieux humides. Et même à Saint-Malo, juste avant le départ, Gilles et Erwan se sont vus pour une ultime préparation. Quel animal tu serais ? Un jaguar noir. Quoi qu'il arrive, que tu sois
soit devant ou derrière, faut regarder devant quoi. Voilà. Bon, Erwan, on te laisse peaufiner ton rugissement. Je te rappelle qu'il y a un bateau à préparer. 2 sacs comme ça, standard. Il y a la petite salade de fruits, et puis il y a deux plats. C'est un peu comme un panier pique-nique, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? On est en train de vérifier le contenu de chaque sac. Après, une fois que tout ça c'est fait, on les pèse pour savoir exactement aussi ce qu'il a embarqué, quoi. C'est marrant de revoir ces images-là. Là, on accélère, on arrive à quelques jours avant le départ, on est à Saint-Malo. Et pendant ce temps-là, pendant que ton équipe prépare le bateau, la logistique, toi tu fais quoi? Moi, je suis rentré dans une routine à Saint-Malo. Voilà, le matin, je faisais du sport, petit déjeuner. Ensuite, j'étais dispo pour les rendez-vous différents médias, techniques, sponsors. Et puis après, je m'accordais 2 heures de pause ou sieste jusqu'à 15h30, 16h. Là, à 16h, je retournais sur le village pour soit faire des séances de dédicaces, rencontrer des journalistes, faire des vidéos. Bon, pour le plaisir, on va juste regarder le moment du départ. Pour le plaisir. 4, 3, 2, 1, départ! T'es où là sur la ligne? Je suis en haut, je suis là-bas, mais je suis pas en avance sur la ligne. Ce premier tronçon entre Saint-Malo et les Açores, il dure combien de temps? 4 jours, je crois, à peu près. Et là, est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce qu'il y a des fronts à passer? Il y a une première partie qui est quand même la sortie de la Manche. Ça se passe dans la nuit et on est en tête. Tous les virements qu'on a fait et tout ça, c'est plutôt bien passé pour moi. Alors par contre, on fait une mauvaise option, c'est de passer à l'extérieur de Ouessant, alors que Jules Quentin et une partie de la flotte passent à l'intérieur de la Pointe-Bretagne, dans la mer d'Iroise. Et là, déjà, ça fait un décalage, parce que quand on se recroise, ils ont pris un peu d'avance. Ça bouge beaucoup. Casquette qui protège des embruns. J'étais derrière, mais j'essayais de garder cette distance, pas l'augmenter, pas la réduire non plus, ça servait à rien. Ça, c'est une part de la stratégie. Oui, complètement, ouais. Plutôt en conservateur et essayer de garder mon bateau à 100% de son potentiel. Et ça fait du bien de prendre l'air. On est plutôt content de là où on est. Là, la prochaine manœuvre, c'est placer l'empannage qui va nous faire aller vers le sud. Pourquoi tu dis on depuis tout à l'heure? On, en fait, parce qu'il y a les routeurs. Donc, Yann Eliès et Jean-Yves Bernot qui sont responsables de la cellule de routage pour le bateau et pour moi. On essaye de choisir la meilleure route et la meilleure stratégie possible. Et quand tu étais en mer, moi je suis allé voir tes routeurs météo, mais tu t'en souviens peut-être parce qu'on avait chatté ensemble. Je m'en souviens très bien, on a chatté. Donc le point qui est là, c'est Erwan. Alors je lui envoie par messagerie des documents, des routages. Il me dit quand est-ce que je vais dormir, est-ce que j'ai bien mangé. Il y a un petit côté un peu aussi ange gardien, quoi. Ouais. Salut Poussin. Il y a de l'amitié entre nous, on se connaît bien. Moi j'ai déjà gagné une Transat Jacques Vabre ensemble. J'appellerai pas n'importe qui mon petit Poussin. Donc ça fait déjà 11 jours qu'on est là. Toute la journée devant l'ordi, la nuit. Au niveau logistique, on avait un cuistot qui nous préparait à manger. Donc ça nous permet de manger à heure fixe parce que nous on se cale sur l'arrivée des fichiers météo qui arrivent 2 fois par jour. Pendant que Yann mange, moi je vais en profiter pour chatter avec Erwan. Il est en train de me répondre. En tout cas, merci d'avoir accepté de refaire le match avec nous. On avait hâte de vous entendre et vous allez nous raconter justement comment ça se passe entre les Açores et la Guadeloupe. Quand on trouve le soleil et qu'on commence à mettre les Genac, je dois avoir 60 000 d'avance. Mais il reste presque 2000 milles sur la route à faire. Derrière, ça se tire un peu la bourre avec Armel, Seb et Erwan justement. La stratégie, c'était de se donner les moyens d'être plus rapide tout le temps à chaque pointage. C'est aussi là où j'ai appris que la route du Rhum était une course d'expérience. Et que ça se gagne pas. Tu peux pas, il n'y a pas d'autre entraînement que de faire un rhum, et c'est là où Erwan avait un petit avantage aussi. Ouais. Juste avant la Guadeloupe, moi, ce qui nous a un peu piégé, c'est surtout tous les dispositifs de pêche. En plus de ça, on attendait une bascule de vent juste avant d'arriver. La bascule a mis du temps à venir, du coup, on décide de faire un dernier repositionnement un peu plus près d'Erwan, et la bascule arrive à ce moment-là. Donc là, on repère 5000 qu'on n'aurait pas dû perdre si on avait été patient une petite heure de plus. Et on arrive à Basse-Terre en même temps. Et là, le vent, il passe plein. Donc il est censé être sud-est, donc il commence à s'établir. Moi, je suis encore sous Genaker, donc j'ai pas envie de me retrouver auprès avec cette grande voile qu'il faut rouler tout seul. Moi, je suis cramé. Donc je roule, Erwan, il est à côté de moi. Et en fait, en roulant, j'ai mis le pilote en mode vent. Et là, le vent adonne en grand, en fait, il repasse nord. Et en fait, du coup, je vais vers la plage, enfin vers la montagne. Erwan, il arrive à faire du sud et à garder le vent de sud-est et après se barrer. Et voilà, on avait 20 secondes d'écart et il se retrouve avec 3000 d'avance le temps que je fasse la manœuvre. Tu comprends quand tu passes le cap, le dernier cap, là, quand tu rentres dans le canal des Saintes, là, tu te dis là, il va se passer. Enfin,
Bah, c'est peut-être ma chance, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, Erwan, comment tu te sens? Apaisé. Tu peux être fier de toi. Bah ouais, c'est top, ouais. Et je trouve que surtout tu fais une arrivée en style avec tes crocs. À la couleur du bateau. Il y a de quoi faire là. C'est incroyable, mais à aucun moment j'ai douté. J'avais une motivation intrinsèque qui était très forte. Christelle, ça fait quoi d'avoir son frère qui gagne la route du Rhum? Beaucoup d'émotions. Bah ouais, j'imagine. Oui, d'habitude c'est toujours derrière mon écran. On n'a pas dormi. On était à Basse-Terre à 3h ce matin. Voilà, c'est un moment très intense. pour Ouais, moi. ouais, c'est clair. Tu peux être fier de ton frère. Oui, tout à fait, il le sait. Moi, ce qu'il faut juste retenir, c'est leur magnifique course, et que ce soit Seb et surtout Quentin, et avec son jeune âge et avec sa peu d'expérience, son peu d'expérience. La voile est quelque chose où l'expérience se respecte, et Erwan, il a plus d'expérience que nous. Je veux dire, il a gagné déjà la route du Rhum, ça doit être ta 3e ou ta 4e route du Rhum en Ocean 50. Il a gagné 2 fois la Jacques Vabre. Enfin, tu vois, Erwan, pour nous, c'est évidemment un concurrent, mais c'est aussi une encyclopédie, quoi. Enfin, Ça donne un petit coup de vieux, ça, quand même. et il joue très bien le jeu, parce que la voile, c'est aussi un sport de transmission, et Quentin et Erwan en parlaient, ils ont beaucoup transmis. Alors c'est aussi quelque chose que le grand public voit peut-être moins par rapport aux classes 40, à l'IMOCA, même peut-être à Ultime, mais le bateau, ils sont super chauds, quoi. Et je crois que c'est aussi ce truc au final qui nous lie tous, au-delà de l'amitié, où on est tous funambules sur nos trimarans. Et je pense que ça, c'est un lien c'est un respect qu'on a tous les uns envers les autres, parce qu'on sait tous ce que c'est. Bon, ce que vous saviez pas, c'est que Erwan, à bord de son bateau, il avait une arme secrète. C'était une boîte avec des petits mots offerts par ta sœur. Tu vois, photo de mes cousines, et puis plein de petits mots, et avec des histoires. Vas-y, raconte-nous. Là, c'est mon oncle, et en fait, c'est une de mes premières expériences voile. Et c'était avec lui, et c'était à Saint-Malo. Et un soir, par sud-ouest, Crachin-Breton, tu vois, on est allé dans un bistrot à Cancale, et donc j'étais avec eux. Et donc la soirée s'écoulait au gré des discussions qui n'avaient d'intérêt que par leur insouciance. Tu écoutais, parlais peu, et l'intérêt du groupe s'est porté sur toi. La question portait sur tes choix professionnels. Sans hésitation, tu as répondu que tu travaillerais à ton compte sur les quais et pontons des ports qui accueilleraient voiliers et bateaux de pêche pour leur proposer tes services. T'avais quel âge, là? Mécanique, 14-15 ans. Voilà. Et si je me souviens plus des arguments, je me souviens fort bien en revanche de ton aplomb. Enfin voilà, il me raconte ça. Et donc il est témoin de cette scène. Et voilà, depuis tout petit, C'est la preuve d'une vocation, ça. Ouais, et puis quand j'ai lu ça, j'en ai pleuré, parce que c'est vrai que j'ai un souvenir de ce moment-là, déjà, qui est très ancré, puisque c'est mon premier souvenir de voile. Et en plus, raconté par mon oncle, c'est juste magnifique, parce qu'il est journaliste, et voilà, il a un talent pour l'écriture, et c'est juste trop bon, quoi. Donc c'est ici à la Trinité-sur-Mer que ta passion pour la voile, elle est née? Ouais, c'est ici que j'ai été bercé dans les balades dominicales avec mes parents, ma famille. Je voyais les bateaux qui quittaient le chenal de la Trinité-sur-Mer. Et tu te disais quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont? Comment on fait? Moi aussi je ferais ça plus tard, quoi. Moi j'aimerais bien partir et revenir. En tout cas, moi je voulais te dire merci d'avoir pu vivre le quotidien de ton équipe pendant toutes ces semaines, et j'ai l'impression d'avoir compris quel était le secret de la performance. C'est dans la tête que ça se passe, on dirait, non? Bah, je crois que tu as raison. Ce qui est sûr, c'est que tous mes concurrents, globalement, on a le même niveau. Technique, physique, enfin voilà, on sait tous faire aller vite un bateau. Finalement, c'est à la tête, et c'est à celui qui craquera le moins tôt, ou celui qui fera le moins d'erreurs. Tu lui dirais quoi aujourd'hui au petit Erwan de l'époque, maintenant? Bah, t'as bien fait de croire en tes rêves.